Les forces vives de la nation s'expriment sur le projet de rédaction de la nouvelle constitution à l'initiative de la commission mise en place à cet effet. Une séance d'écoute s'est tenue aujourd'hui au CICB, occasion pour les participants de largement contribuer aux échanges et de saluer l'approche d'inclusivité prônée par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Dans votre 20h, Modibo Mariko nous donnera la réponse à la question suivante. Comment faire connaître les processus de passation de marché au sein du système des Nations Unies? Responsables de l'aménagement, opérateurs économiques et autres prestataires maliens étaient réunis dans un atelier afin de se familiariser avec le processus d'obtention des offres et prestations onusiennes. Sortie de promotion de l'école d'état-major et du cours supérieur de gendarmerie. Respectivement, les deux promotions portent le nom du général Suleiman Sidibé Dibébel et celui du lieutenant-colonel Sabaké Dambélé. La cérémonie était présidée par le secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants. Un jour, une formule nous parle ce soir de pays, État, nation. Un trio inséparable mais bien distinct nous expliquera Souri Ibrahima Keïta en fin d'édition. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour l'actualité sur ORTM1. Le secrétaire général adjoint des opérations de maintien de paix, Jean-Pierre Lacroix, en fin de visite au Mali. Il a été reçu en début de soirée par le président de la transition. Je vous rappelle que sa visite entre dans le cadre d'instaurer un cadre de dialogue pacifique pour la bonne conduite des relations existantes entre les autorités de la transition et les Nations Unies. Les deux personnalités ont fait le point du travail que mènent le Mali et les Nations Unies pour soutenir la paix et la souveraineté de l'État. Pour Jean-Pierre Lacroix, son séjour au Mali a été très utile avec des contacts productifs. Il s'exprime au micro de Fousseini Tunkara à sa sortie d'audience. Nous avons fait le point du travail commun que mènent les Nations Unies et le Mali pour soutenir le retour de la pleine souveraineté de l'État, car c'est le but fondamental de l'action de la MINUSMA. Et sur la base de la nouvelle dynamique qui s'est installée avec les efforts qui sont en cours pour mettre en œuvre la transition, le travail sur la Constitution, sur la loi électorale, les réformes de gouvernance, évidemment la levée des sanctions, cette nouvelle dynamique, nous avons discuté de la meilleure manière de construire sur elle pour redéfinir des objectifs communs, pour faire en sorte que nous soyons en phase avec les priorités qui toutes visent au retour de l'autorité de l'État partout sur le territoire et faire en sorte que nous puissions aussi faire des propositions en pleine coopération, des propositions sur les priorités d'action de la MINUSMA. Vous savez que le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a récemment renouvelé le mandat de la MINUSMA, a demandé que l'on procède à une revue stratégique de la mission. Donc c'est ce type de travail que nous allons faire en étroite coopération avec les autorités maliennes. Bien sûr, nous avons aussi évoqué la question plus immédiate des rotations, puisque les rotations sont indispensables au fonctionnement de la MINUSMA. Le président à renouveler les assurances que nous aurions très très vite des consultations opérationnelles avec les autorités maliennes pour permettre que ces rotations recommencent. Et il y a un certain nombre de procédures que nous devons revoir de notre côté, de manière à que toutes ces rotations se fassent dans la pleine transparence, c'est normal, et aussi dans la fluidité. Et encore une fois, mes remerciements au président, aux autorités maliennes pour ce séjour. À Koulouba, tenue du Conseil des ministres ce jeudi sous la présidence du chef de l'État. Pour la lecture du communiqué du Conseil, je reçois sur ce plateau Ibrahima Djambélé. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir Nyanya Aliou Traoré. C'est à vous.
Merci, mesdames et messieurs, bonsoir. Et voilà, c'est parti avec en pole position, comme d'habitude, le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant la nomination de messieurs Mohamed Sow, Almami Difa Diawara et Madame Mariam Diallo, tous aspirants notaires aux fonctions de notaire. Le notaire est un officier public institué pour assurer le service public de la preuve sur toute l'étendue du territoire national. L'ordonnance numéro 2013-027 PRM du 31 décembre 2013 portant statut des notaires détermine les conditions d'accès à la profession des notaires, les modalités de gestion de la vacance et du transfert des charges notariales. En application des dispositions de cette ordonnance et après avis conforme de l'ordre des notaires, les sieurs Mohamed Sow Almami Difa Diawara sont nommés en qualité de notaire titulaire avec résidence à Bamako et Madame Mariam Diallo est nommée en qualité de notaire titulaire avec résidence à Ségou. Au chapitre des communications, le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres des conclusions et recommandations issues de la rencontre des comités nationaux de facilitation des transports et du transit inter-État du Mali et de la Guinée. Le ministre des Transports et des Infrastructures a effectué une mission à Conakry en République de Guinée du 20 au 22 juin 2022, accompagné d'une délégation nationale élargie aux représentants des organisations professionnelles de transport routier, de chargeurs, de la Chambre de commerce, de la compagnie malienne de développement des textiles et de chauffeurs et conducteurs routiers. La mission a échangé avec la partie guinéenne sur les mesures à prendre pour renforcer la promotion des échanges entre le Mali et la Guinée, lutter contre les tracasseries routières et rendre compétitif l'axe Bamako-Conakry. À l'issue de la rencontre, les deux parties ont convenu, entre autres, de l'application d'un délai de franchise de 30 jours aux marchandises maliennes au lieu de 17 jours actuellement appliqués par les armateurs. La réduction du coût de la caution de détention de conteneurs, à l'instar des autres ports de la sous-région. La mise en place de numéros verts dans les pays pour dénoncer les pratiques anormales sur les corridors et la désignation d'interlocuteurs en cas de problème. L'arrêt immédiat des perceptions illicites opérées lors du franchissement de la frontière. Le rétablissement par la Guinée du trafic voyageurs interité en autorisant la circulation des cars maliens sans rupture de charge. La mise à disposition du Mali d'une enclave pour la réalisation des creux pétroliers, des silos vraquiers et des terminaux dédiés aux marchandises maliennes. Le ministre des Transports et des Infrastructures a saisi l'occasion pour adresser aux autorités guinéennes la profonde gratitude du gouvernement du Mali pour l'élan de solidarité que la Guinée a su maintenir entre les deux pays frères pendant toute la période de l'embargo imposé à notre pays. Le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres du démarrage de la campagne de navigation 2022-2023 de la compagnie malienne de navigation, la compagnie malienne de navigation Comanav, société d'État au capital de 1,5 milliard de francs CFA pour mission le désenclavement intérieur et extérieur du pays par voie fluviale. Son activité, fortement liée à la pluviométrie, s'exerce essentiellement sur le parcours Koulikoro-Gao d'une longueur de 1308 km appelé BF Nord du fleuve Niger. Au regard de l'évolution satisfaisante du niveau d'eau du fleuve Niger, la campagne de navigation 2022-2023 démarrera le vendredi 29 juillet 2022 par le départ du bateau Modibo Keïta de Mopti à Kabara. À partir de 10 heures, la compagnie malienne de navigation contribue à l'approvisionnement des zones enclavées et assure l'intégration sociale et économique des populations riveraines du fleuve Niger en dépit de la situation sécuritaire. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres du résultat des examens du diplôme d'études fondamentales d'EF session de juin 2022. Les résultats obtenus à cet examen se présentent comme suit. Candidat inscrit 223 244, candidat présent 209 705, candidat admis 100
374. Le pourcentage global des réussites est de 47,86%, soit 20,81% de moins que la session de l'année 2021. Les taux de réussite filles et garçons sont respectivement de 47,39% et 48,31%. L'examen d'UDF a bénéficié de la mobilisation des membres du gouvernement, de tous les segments de l'administration, des syndicats d'enseignants, de la Fédération nationale des parents d'élèves, des associations des élèves et étudiants, de toute la communauté éducative. Les résultats seront proclamés officiellement le vendredi 29 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. À vous, Nyanya Aliou Traoré. Merci beaucoup, Ibrahima Djombélé. Nous allons continuer avec cette série d'audiences à la primature. Le génie créateur du savoir-faire malien présenté au chef du gouvernement, Abdoulaye Souaré, qui a confectionné un fourneau pour la cuisson et l'électricité reçue. Également à l'agenda, une délégation de l'université africaine privée franco-arabe et le collectif des ressortissants du cercle de Niafunké. Ousmane Dao, compte rendu. Écouter, recenser les préoccupations de toutes les couches socio-professionnelles afin de trouver des solutions, tel est le leitmotiv des autorités de la transition. C'est dans ce cadre que le collectif des ressortissants des 8 communes de Niafunké est venu exposer les préoccupations de leur localité. Les préoccupations ont pour nom l'insécurité, l'exode rural, mais surtout l'érection de Niafunké en région. C'est un vœu longtemps exprimé auprès des plus hautes autorités de notre pays par tous les aînés, dont les regrettés honorables Soumaïla Sissé, le professeur Bokar Sall, ainsi que le doyen Younousi Touré, en tant que d'autres fils de notre cercle. Par rapport à cette réorganisation administrative de notre pays, la réflexion est en cours. Beaucoup de localités demandent d'être érigées en région. Le débat est en cours au niveau de l'administration. Par rapport à l'insécurité, je vous demande, je sais que vous l'avez déjà, mais beaucoup de patience. Les grands sanctuaires ont été détruits. La hiérarchie militaire est en train de chercher les solutions idoines pour faire face à la nouvelle situation. Et la victoire est certaine. Moi, je suis persuadé. Et dans ce processus, on a besoin aussi de vos bénédictions, de votre compréhension, de votre résilience, parce que c'est vraiment des régions martyrs depuis des années. Satisfait des réponses, le collectif a pris congé du chef du gouvernement en faisant des bénédictions pour la réussite de la transition tout en réaffirmant son soutien aux autorités. La deuxième entrevue a concerné l'université africaine privée franco-arabe. En plus du soutien, la délégation est venue remercier les premiers responsables du pays pour leur implication dans la réussite du congrès scientifique international arabe tenu à Bamako et demander conseil. Dans le contexte géopolitique et stratégique actuel du monde, la religion et la spiritualité doivent être enseignées pour que la paix règne entre les communautés. Nous accordons une très grande importance à la spiritualité. On est un pays fondamentalement de croyants. L'écrasante majorité de notre population, 95%, est musulmane. L'islam est arrivé dans notre pays il y a plus de 1000 ans. Nous avons d'autres religions. On a des chrétiens, on a des animistes. Mais tout ça, c'est des Maliens. Continuer à prier, à enseigner la paix, à enseigner la foi, à soutenir les bonnes initiatives des gouvernements. Et quand ça ne va pas aussi, attirer l'attention du gouvernement sur ce qui ne va pas. C'est comme ça qu'on peut avoir les équilibres nécessaires pour faire avancer la société dans la paix, dans la sécurité, dans le vivre ensemble. Après les universités, place à l'innovation intellectuelle et technologique. Un jeune Malien vient de confectionner un fourneau pour la cuisson et l'électricité. Il récupère et convertit la chaleur avec le système d'intelligence artificielle. Ces fourneaux vraiment peuvent donner plusieurs avantages à la population.
non seulement ça peut résoudre les problèmes d'énergie et qui peut aussi permettre à la population d'accéder à la cuisson propre et pour diminuer aussi l'impact du changement climatique, l'émission de gaz à effet de serre. Convaincu de la force de la jeunesse malienne dans tous les domaines, le docteur Choguel Kokala Maïga a assuré le jeune inventeur malien du soutien et de l'accompagnement du gouvernement de transition. D'ores et déjà, un projet en cours d'élaboration pour tous les jeunes inventeurs maliens pour que le Mali profite de leur savoir-faire. La commission de rédaction de la nouvelle constitution à l'écoute de la société civile. Les forces vives de la nation s'expriment en effet sur le projet de rédaction de la nouvelle constitution. Cette séance d'écoute tenue aujourd'hui au CICB a permis aux participants de mieux cerner la mission de la commission, aussi et surtout l'approche d'inclusivité souhaitée par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Cette rencontre entre la société civile et la commission a été riche en termes de contributions, nous dit Tamsir Djabati. Une nouvelle constitution pour le Mali par les Maliens. C'est l'approche de la commission de rédaction de la nouvelle constitution. La constitution, c'est l'affaire de tout Malien où qu'il se trouve et quelle que soit sa situation. C'est la raison pour laquelle la Constitution n'est définitivement adoptée qu'après un référendum qui permet à tous les citoyens de s'exprimer, de dire « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ». Cette fois-ci, il ne s'agit pas de réviser, il s'agit de changer de Constitution. Seulement après quelques jours de sa mise en place par le chef de l'État, la voilà face à la branche séculaire des forces vives de la nation pour une séance d'écoute. Et cette approche se veut participative et inclusive pour une 4e république de paix et de vivre ensemble. La Constitution, c'est la loi fondamentale. C'est elle qui est la mère de toutes les lois futures dans notre pays. Et puisque ces lois vont gérer et diriger tous les citoyens, toutes les citoyennes, il est indispensable qu'ils soient écoutés, qu'ils soient entendus, qu'ils proposent et qu'une synthèse fidèle soit faite pour que cette constitution puisse avoir toute la chance d'être adoptée. Pendant 2 heures d'horloge, les membres de la société civile se sont exprimés sur le type de constitution qu'ils veulent. Les orateurs du jour ont mis l'accent sur nos valeurs sociétales, la valorisation de nos langues nationales, la souveraineté, sans oublier l'éducation, la bonne gouvernance, le genre et l'épineuse question géopolitique. Nous avons cru devoir apporter à ce travail le président Samaké et toute son équipe. Et ils se sont montrés à la hauteur de la mission, c'est-à-dire écouter les uns et les autres pour donner une meilleure approche, une meilleure vision, sinon un meilleur contenu à la Constitution. Au cours des débats, le maître mot est et demeure la charte de Kouroukan Fouga, ses défenseurs voulant qu'elle soit prise en compte dans la rédaction de la nouvelle constitution. Cette approche d'inclusivité de la commission est appréciée à sa juste valeur par les participants. C'est la meilleure des approches parce qu'un tel exercice qui doit se conduire dans un délai de court, et je pense que c'est la bonne démarche de réunir les organisations de la société civile et d'échanger avec elles directement sur leurs préoccupations qui doivent être prises en compte dans le cadre de la rédaction de la nouvelle constitution. Cette méthode est rassurante. Nous sommes vraiment ravis par rapport à l'approche parce que cela prouve à suffisance que chacun compte pour le développement de ce pays-là. Force est de reconnaître que la société civile tient à une nouvelle constitution d'un Mali refondée au vrai sens du terme. Pour une nouvelle constitution, vraiment, je veux qu'on parte sur des textes vraiment qui sont conformes aux réalités maliennes. Le Mali dans sa diversité. Quelles sont les bases réelles qu'il faut mettre en place pour un Mali nouveau? Parce que tout ce qu'on a vu tout de suite jusqu'ici, ce n'est que du copier-coller. Que ce soit Kouroukan Fouga, que ce soit les constitutions qu'on a eues jusqu'ici, ce qui est important, il faut prendre ce qui correspond aujourd'hui au bonheur réel du peuple malien. C'est d'abord la participation massive des populations qui doivent comprendre que tout ce qui se fera sans elles se fera contre elles. Mais tout ce qui se fera avec elles se fera pour elles.
Donc l'intérêt du peuple malien aujourd'hui, c'est que le maximum des forces vives puissent prendre ça vraiment au sérieux. Ce sera très important aussi pour l'avenir des générations futures. À l'issue de cette rencontre avec la société civile, le président de la commission de rédaction de la nouvelle constitution du Mali est satisfait des différentes réactions. Et cette question, à présent, comment faire connaître les processus de passation de marché au sein du système des Nations Unies? La question était au centre d'un atelier de haut niveau qui a mis en contact direct les responsables de l'aménagement et les opérateurs économiques et autres prestataires maliens. L'objectif est de permettre au plus grand nombre d'opérateurs privés de se familiariser avec le processus d'obtention des offres et prestations de services au sein du système des Nations Unies en vue de booster l'économie nationale. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture, c'est avec Modibo Mariko. S'inscrire sur le portail mondial des fournisseurs des Nations Unies, fournir des éléments d'appel d'offres de qualité, appuyer son offre par des pièces de divers ordres, la procédure pour accéder aux différents marchés du système des Nations Unies paraît des plus complexes pour les opérateurs économiques et autres prestataires maliens. Il y a comme un mur de glace très solide, mais que l'aménagement et les secteurs privés maliens veulent désormais briser en mettant en place un nouveau type de partenariat désormais gagnant-gagnant. Depuis son installation au Mali en 2013, le total en valeur des achats ont effectués auprès des secteurs privés maliens est estimé à 95 millions de dollars, soit environ 9 millions de dollars par an, ce qui est peu, est très peu, au regard de nos potentialités d'approvisionnement en biens et services. Un nouveau départ donc entre l'aménagement et les opérateurs économiques et autres prestataires du Mali. Un partenariat qui n'aura d'autres objectifs que d'impacter encore plus positivement la présence onusienne au Mali. Je me réjouis de constater l'augmentation ces dernières années du nombre de contrats signés avec des entités maliennes. Ainsi, la valeur des contrats de l'aménagement conclus avec des entités maliennes s'élève en moyenne à 50 millions de dollars par an, soit environ 32 milliards de francs CFA. Et en conscience des enjeux que représentent les marchés publics en général et particulièrement ceux de l'aménagement et des agences spécialisées, fonds et programmes du système des Nations Unies au Mali, mon département se réjouit de ces efforts visant à soutenir la vulgarisation du système et procédures de passation des marchés au niveau des Nations Unies. La tenue du présent séminaire permettra d'outiller les participants aux rudiments nécessaires pour une meilleure implication dans le processus de passation des marchés qui contribuerait à atteindre les objectifs de bonne gouvernance économique dans le domaine spécifique de la commande publique. Le terrain est ainsi balisé pour permettre aux acteurs du secteur privé malien de participer activement aux offres de services du système des Nations Unies. Une journée de travail donc mise à profit pour cela en vue de mieux maîtriser les notions de conditions générales de contrat, d'achat et autres facturations pour ne citer que cela. Toutes choses qui permettront de booster les relations économiques entre l'aménagement et les secteurs privés maliens. Et cette sortie de promotion de l'école d'état-major et du cours supérieur de gendarmerie, respectivement les deux promotions 13e et 24e, portent le nom du général Suleiman Sidibé Dibébel et celui du lieutenant-colonel Sabaké Dambélé. La cérémonie était présidée par le secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants, Aluseni Touré, était sur place. Il y avait foule ce matin à la caserne du chef d'escadron Bala Koné à Faladje. Pour cause, parents, amis, collègues et autres collaborateurs étaient nombreux à assister au sacre de ces vaillants officiers qui ont bravé les difficultés pour se hisser à cette place. Les 10 auditeurs de la 13e promotion de l'école d'état-major portent désormais le nom du général Suleiman Sidibé Dibébel, tandis que les 20 stagiaires de la 24e promotion du cours supérieur de gendarmerie portent celui du lieutenant-colonel Sabaké Dambélé. La formation dispensée à l'école des officiers de la gendarmerie nationale a atteint son objectif visé, celui de faire d'eux des officiers traitants, analystes et concepteurs. Pendant leur séjour, ils ont acquis et maîtrisé un certain nombre de connaissances telles que la maîtrise des connaissances et des compétences nécessaires à l'élaboration des ordres opérationnels en matière de sécurité et de maintien de la paix, tant dans le cadre national que multinational.
Quant aux officiers de la 24e promotion du cours supérieur de gendarmerie, leur formation a été axée, entre autres, sur des domaines de formation professionnelle, tels que les principes généraux d'exécution des services en gendarmerie, la formation au commandement opérationnel. Les 30 officiers sont venus essentiellement du Burkina Faso, du Niger, du Togo, de la Guinée-Conakry et du Mali. Il leur a été demandé d'œuvrer à l'intégration et à la mutualisation des moyens et des efforts de nos États pour lutter efficacement contre le terrorisme, notamment au Sahel. M'adressant aux officiers stagiaires, je vous exhorte à poursuivre la quête permanente de l'excellence à travers la remise en cause perpétuelle de vos savoir-faire et de vos savoir-être. La situation particulière de notre bande sahélo-sahélienne nous demande l'anticipation, la mutualisation de nos moyens à bien d'égards et la synergie d'action. L'anticipation et la préparation doivent précéder l'ensemble de nos actions. Gendarmes, nous sommes les soldats de la loi, une force humaine au service du peuple. Il faut noter que les premiers des deux promotions sont maliens. Une femme, une malienne figure parmi les 30 stagiaires. Et en image, le colonel Abdoulaye Dantoko Kamara est désormais le chef de la région de gendarmerie de Sikasso. Il remplace le colonel Cheikh Oumar Ndiaye. La cérémonie de passation a eu lieu ce jeudi sous la supervision du colonel Issouf Otto Diallo, inspecteur en chef de la gendarmerie nationale. Cérémonie de passation donc ce matin. C'était en présence du directeur de cabinet du gouverneur, du président du conseil de cercle, du commandant de la 8e région militaire et des représentants de toutes les forces de défense et de sécurité. C'était à Sikasso ce matin. La plateforme de l'intranet et le portail web du département de la justice sont désormais officiellement lancés. Ces outils contribuent à mieux gérer les notes de service, les messages et d'autres courriers et archives. Bref, améliorer la politique de communication interne du ministère. L'initiative est du gouvernement et de son partenaire, l'USAID Mali Justice Projet. Adama Djimde nous en parle. Mieux numériser les données et les services judiciaires du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, c'est tout le sens du lancement officiel de l'intranet et du portail web de ce département. Pour ce faire, le gouvernement et son partenaire USAID Mali Justice Project s'engagent pour mieux servir les justiciables. Si le Mali Justice Project améliore l'efficience, l'efficacité et les compétences des institutions du secteur de la justice du gouvernement du Mali, il en résultera une amélioration de l'administration de la justice et du respect de l'état de droit, ce qui, à son tour, améliorera la confiance du public dans le gouvernement. La plateforme intranet vise à améliorer la politique de communication interne du département tout en donnant plus de visibilité à ses activités. Quant au web, son rôle est de rehausser les niveaux d'accessibilité à l'information judiciaire. C'est le lieu pour moi de rappeler, au nom du garde des Sceaux, l'engagement du gouvernement de la transition, à travers le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, à offrir à la population malienne une justice efficace, crédible et transparente, à travers des informations accessibles. Cet engagement signifie que le département en charge de la justice et des droits de l'homme doit pouvoir s'appuyer sur un personnel compétent, rigoureux, respectueux des règles d'éthique, sensible à l'égalité des femmes et des hommes et ayant à cœur d'offrir un service de qualité aux Maliennes et aux Maliens. Pour avoir accès à cette plateforme, tapez simplement le www.accessjusticemali.com. Et nous avons ce communiqué. Le procureur général de la Cour suprême du Mali informe l'opinion publique nationale et internationale de ce qui suit. Suite à l'ouverture par la Chambre d'instruction de la Cour suprême du Mali d'une information judiciaire sur les faits qualifiés de crimes de faux et d'usage de faux, d'atteinte au bien public et de complicité de ces infractions, faits liés à l'affaire du marché public dit Paramout, lequel marché public s'inscrit dans la mise
en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire ainsi que de la loi de programmation pour la sécurité intérieure, un mandat d'arrêt international daté du 25 juillet 2022 a été lancé respectivement contre les personnes ci-après dénommées Bobo Cissé, ex-ministre de l'économie et des finances, Tchema Hubert Koulibaly, ex-ministre de la Défense nationale, Mamadou Diarra dit Igor, ex-ministre de l'économie et des finances, Babaliba, ex-patron de la BMS SA. Le 28 juillet, c'est la journée mondiale contre l'hépatite virale. Le thème retenu sur le plan national est rapprocher les soins contre l'hépatite virale des communautés. Suivant le message du ministre de la Santé et du Développement social, elle est au micro de Boubacar Kanouti. Une journée consacrée à la cause des patients de l'hépatite virale, une maladie de santé publique, décidée lors de la 63e Assemblée mondiale de la santé tenue en mai 2010. Cette journée a un double sens. Magnifier le médecin américain Dr Baruch Lomberg qui a découvert le virus et une solidarité mondiale envers les personnes vivant avec l'hépatite virale. Cette maladie est évitable quand elle est détectée à temps, selon les spécialistes. Le 28 juillet est une journée de solidarité à l'endroit des personnes infectées et affectées par les hépatites virales et également de commémoration, de réflexion et de bilan des engagements. C'est également l'occasion pour tous de marquer et d'affirmer par son engagement toute l'importance accordée à la lutte contre cette maladie. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, l'hépatite virale est une maladie évitable et guérissable lorsque les mesures de prévention sont respectées et les personnes dépistées sont mises sous traitement. Elle constitue un problème majeur de santé publique au Mali, comme en témoignent les données de la campagne de dépistage réalisée lors de l'édition 2021 auprès de 817 personnels de santé dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako, avec une prévalence de l'hépatite B et C de 49,02%. Le Mali est une icône en matière de lutte contre l'hépatite virale grâce à l'engagement de sa cellule sectorielle, mais surtout l'implication des autorités du pays et autres partenaires pour minimiser les risques liés à la maladie. Le thème national, rapprocher les soins contre l'hépatite virale des communautés, met l'accent sur la nécessité d'une action coordonnée visant à renforcer le système communautaire. En application des orientations du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, le gouvernement de transition est engagé dans la lutte contre l'hépatite virale. Aussi, mon département, à travers sa cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites virales, a entrepris des actions pour améliorer la prise en charge des malades souffrant de l'hépatite virale. Le ministre appelle les concitoyens à se faire dépister car la décentralisation des services de prise en charge est une réalité au Mali. Ce qui nous amène à faire le point Covid de ce 28 juillet 2022. Nous enregistrons 4 cas positifs, 1 guéri, 2 décès, 14 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. La forçade civile en mouvement. Elle était à Bougouni dans le cadre de la tenue d'une journée citoyenne. Jafar Aïdara, les détails. Cette journée citoyenne consacrée à la région de Bougouni par la Fédération des organisations et regroupements de soutien aux actions de la transition forçade civile, dont l'objectif est d'œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, assurer le soutien populaire aux autorités et aux institutions de la transition et enfin œuvrer pour la culture, la citoyenneté et le patriotisme en vue de la refondation et la reconstruction d'un Mali souverain et prospère. C'est en pensant à cela que nous avons eu l'idée de mettre en place une fédération dénommée la forçade civile. Nous avons pour mission en cours défendre et soutenir les actions de la transition, assurer le plaidoyer entre les anciens militaires sans distinction d'ordre politique. Ces activités s'inscrivent aussi dans un cadre idéal pour enseigner et renforcer la citoyenneté, pour informer et former un Malien nouveau. Il me tient à cœur de dire combien l'initiative de ces journées citoyennes me paraît d'actualité et surtout sanitaire pour notre pays, confronté aujourd'hui à plusieurs difficultés parmi lesquelles les déficits de patriotisme n'est pas les mêmes. À noter que cette rencontre s'est déroulée en présence de toutes les forces vives de la région.
L'invité de la semaine, c'est tous les jeudis et ce soir, c'est Kumba Diakité, entrepreneur mais aussi activiste social engagé pour la défense des droits des femmes et des petites filles. Elle va nous parler ce soir des forces et faiblesses des réseaux sociaux. Pour Kumba Diakité, les réseaux sociaux offrent une opportunité qu'il faut saisir pour se faire entendre sur le terrain où les femmes ont l'impression de prêcher dans le désert. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien avec Yaya Konaté. Les réseaux sociaux ont permis vraiment de libérer la parole, de permettre aux femmes de comprendre ce qu'elles vivent et de s'informer plus sur leurs droits, d'avoir des informations. Également, derrière ces réseaux sociaux-là, il y a une mise en contact sur le terrain avec les associations qui existent, avec la justice aux besoins. Il y a beaucoup d'actions qui se font également sur le terrain. Ce n'est pas uniquement les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur les réseaux sociaux et qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Sur les réseaux sociaux, c'est plutôt de la sensibilisation, informer les femmes sur leurs droits, sensibiliser les hommes par rapport aux violences conjugales. Mais sur le terrain également, c'est l'accompagnement des victimes, la mise en contact avec les spécialistes tels que les psychologues, pour les cas de viol, avec les gynécologues ou les centres spécialisés pour la prise en charge de ces cas-là. Également, l'accompagnement juridique et la mise en relation avec des avocats ou même souvent nous payons de nos poches pour pouvoir accompagner ces victimes-là. À suivre donc l'invité de la semaine après le magazine sur les œuvres sociales du président de la transition Anyoro Kita Segou et Sikasso, un magazine réalisé par Nouhoum Sissoko. On arrive à un jour, une formule. Ce soir, Sori Ibrahima Keïta parle de pays, État, nation. Trio inséparable mais bien distinct. Le pays et l'État sont fréquemment utilisés de façon à brouiller les cartes de la compréhension et des symboles. Pourtant, chacun a bien sa connotation sémantique et juridique distincte. Voilà ce qui justifie d'ailleurs le choix de la chronique Un jour, une formule de ce jeudi, signée Sori Ibrahima Keïta. Pays, État, nation. Utilisés de manière interchangeable par tous ceux-là qui ne sont pas familiers avec l'utilisation appropriée de ces concepts, ils ont certes évolué au fil du temps, mais gardent chacun ses spécificités propres. Ainsi, le pays désignerait une entité et une appartenance géographique, la nation, le peuple et l'État, les institutions fonctionnant sur un territoire. La définition de ces concepts varie d'un penseur politique à un autre, d'une époque à une autre. D'abord, l'État est une collectivité humaine installée de façon permanente sur une portion de territoire, doté d'un gouvernement et jouissant de la souveraineté. Alors, l'État, des éléments d'existence de l'État, les critères, les caractéristiques d'existence de l'État, il y a trois. Nous avons le territoire, la population et ensuite le gouvernement. Alors, pour certains penseurs, le gouvernement est l'élément capital qu'un État existe. La définition de la nation appelle à des éléments de peuple, des référents d'éléments d'identité. Et la nation, on ne peut pas faire la réduction de la nation à l'État. Alors, mais il faut reconnaître qu'il y a une imbrication entre les deux notions. Le pays, c'est le territoire d'un État, le territoire d'une nation. Alors, sur le plan géographique, le pays, on peut l'étudier dans le cadre de la géographie physique. Avec l'épithète indépendant en plus, l'État ou le pays devient une zone qui a son gouvernement propre, des frontières internationalement reconnues, ce qui signifie qu'il n'est sous le pouvoir d'aucun autre pays. Autre caractéristique, il doit avoir ses résidents permanents, un système de transport, un système d'éducation et un système économique organisé, émet sa propre monnaie aux besoins et est en mesure de réguler le commerce intérieur et extérieur.
Il y a une imbrication entre les différents concepts. Il y a l'interconnexion entre les différents concepts. Le Mali répond à tous ces éléments. Nous sommes non seulement nous sommes un État, nous sommes un pays, voilà, donc nous sommes évidemment une nation. Malheureusement, l'histoire contemporaine du Mali, les choses sont en train de prendre d'autres proportions inquiétantes. C'est pourquoi je profite de l'occasion d'appeler tous les Maliens de penser d'abord sur le plan malien avant de penser sur le plan ethnique. Bien sûr, certains pays sont des États-nations. Toutes les nations, si elles regroupent des personnes partageant une langue, une culture, des institutions, une histoire et une religion, ne possèdent pas toutes non plus leur propre État. Preuve que la délimitation du trio est une affaire des initiés. Mais on n'est pas si totaux que ça pour ne pas comprendre son interconnexion. L'imam Mamadou Moussa Diallo n'est plus. Il est décédé ce jeudi en Turquie des suites d'une longue maladie. Pieux et très respecté, l'imam Diallo officiait en commune 5 du district de Bamako depuis 1991. Premier président de l'association malienne pour la paix et le salut, il était également le président du réseau des leaders religieux musulmans d'Afrique de l'Ouest pour le dialogue islamo-chrétien. Membre du bureau exécutif du Haut Conseil islamique du Mali, puis deuxième vice-président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, l'imam Diallo a beaucoup œuvré pour la paix, le dialogue et l'attente entre les citoyens du Mali. Homme de culture et de communication, l'imam Diallo a beaucoup travaillé avec les médias pour une bonne compréhension de l'islam et de ses pratiques. Ses obsèques feront lieu d'un communiqué ultérieur. Imam Diallo dort en paix. Amen. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée.